Bonjour et bienvenue sur la philosophie de combat, 13e vidéo, encore consacrée à l'éthique et à la morale. Pour rebondir à ce que j'ai dit avec juste la vidéo que j'ai fait juste avant, une chose importante à dire aussi, comme j'ai dit, je voulais pas trop avancer sur le sujet des religions pour l'instant. Disons que l'éthique et la morale, c'est aussi vivre en société, c'est un certain nombre de lois, c'est souvent de ça que sont tirées les lois, c'est pour ça qu'on fait des lois, pour écrire euh, ce qui ce que l'on juge comme étant voilà le positif, et vaut mieux que les lois soient écrites plutôt qu'elles soient connues d'une seule personne, puisque comme je l'ai dit, avec la rhétorique on peut dire tout et n'importe quoi, on peut argumenter tout et n'importe quoi, donc il vaut mieux que les choses soient écrites. Alors, une grande question, est-ce qu'il faut que le droit soit écrit de façon claire ou de façon incompréhensible ou de façon, on va dire, interprétable? Eh bien ça, bon, je laisse aux juristes le soin de juger ce qu'il faut faire avec le droit. Mais deux choses encore, deux mots, vertu et vice. Hein, mais je veux pas trop m'avancer sur le sujet de la religion. Je vais être très bref sur ça. Dire, quand on s'est proposé un positif et tout ce qui permet la construction dans une société en commun de ce positif, mais à un niveau individuel, on va appeler ça la vertu. Donc si j'ai de la vertu, je permets au niveau collectif de créer ce positif, cette éthique qu'on s'était proposé à la base. Et puis tout ce qui va dans le sens de la destruction de cette éthique ou contraire à cette éthique qu'on s'est proposé à la base, ça s'appelle tout simplement les vices. Mais passons sur ça. Alors, maintenant, ce que je vais vous dire devrait pas trop vous surprendre si vous m'avez suivi jusque-là. L'éthique, ça se manipule et la morale, ça s'achète. C'est-à-dire que l'éthique, ce qu'on se propose comme construction mentale, c'est quelque chose qu'on manipule. C'est pas quelque chose avec lequel on est né, c'est quelque chose qui nous a appris, c'est une construction intellectuelle. Donc déjà, on en a une, et puis après, elle évolue en fonction du temps, mais ça se change, ça se modifie avec le temps. Et puis la morale, ça s'achète, bah ça vous le savez bien, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout un tas de bonnes idées, de bonnes intentions, et puis finalement, et bien dans la morale, on fait exactement le contraire de ce qu'on s'était proposé. Souvent, pas parce qu'on le voulait, mais parce que c'est vrai que au-dessus de 50 000 euros, beaucoup de gens sont prêts à faire beaucoup de choses, indépendamment de ce qui s'était promis à la base. Alors l'éthique, c'est ce qu'on pense vraiment, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est ce qui nous semble comme étant positif quand on pense. Ou quand on pense ce qui doit être pour le mieux dans une société, on a une réflexion éthique, et on pense vraiment cette réflexion, c'est pas juste pour rire, hein, on le pense vraiment. Euh, L'éthique, c'est ce qu'on pense vraiment, la manière que l'on juge de la hiérarchie ou des hiérarchies, que l'on crée sa hiérarchie dans son esprit. On hiérarchise alors tout ce qui est mœurs, habitudes, les grands sentiments, etc. Alors tout ça, d'où ça vient et comment ça se transforme? Eh bien, peut-être que manipuler c'était un peu provocateur, hein. J'aurais pu dire l'éthique ça se transforme, voilà, manipule, j'aime mieux ce mot-là, et la morale ça s'achète. Alors c'est pas forcément de l'argent, hein. Si on vous met un flingue sur la tempe, eh bien vous allez obtempérer indépendamment de ce que vous pouvez penser. Donc l'éthique ça se modifie avec l'éducation, très simplement l'éducation des parents, l'éducation de l'école, l'éducation des professeurs à l'école, que ce soit des prêtres ou que ce soit des professeurs, ou peu importe celui qui vous enseigne, mais celui qui vous enseigne lui aussi, il a une morale et il a une éthique, euh, et aussi l'éthique de l'enseignement, mais bon ça c'est autre chose, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de la déontologie, c'est-à-dire comment on doit pratiquer un métier, quelles sont les limites raisonnables et positives de la façon dont on doit pratiquer un métier, pensez au journalisme par exemple, pensez à l'éducation, pensez à toutes ces choses-là. Eh bien, je parlerai pas de ça, je parlerai de ce qu'on nous enseigne, de ce qu'on nous dit depuis la plus tendre enfance, de ce qu'on nous répète et on nous rabâche, ce que le père notre père nous dit, de ce que notre mère nous dit, de ce que nos amis nous disent, de ce que surtout tout ce qui a un peu d'autorité sur nous peut nous dire de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qu'il faut penser, etc. Donc ça se modifie avec l'éducation, avec l'élévation. Alors pourquoi est-ce qu'on dans les écoles en France on dit un élève? Parce qu'un élève il est là pour s'élever, il vient en cours pour s'élever intellectuellement. En tout cas, c'est de là que ce mot-là vient. Donc, nous sommes des élèves, et puis donc des gens à élever. Et puis la façon dont on peut être éduqué. Puis après, on va essayer d'aller plus loin que l'éducation qui nous permet à peu près de vivre en société à la base, mais on va essayer de chercher plus que ça. Et dans cette élévation, il y a aussi à chaque fois, on va rencontrer tout un tas de façons de penser ou tout un tas de penseurs qui ont pensé les choses d'une façon éthique, et on va se raccrocher à cette éthique-là. De Ceci, voilà, on va s'y raccrocher parce que c'est là d'où ça vient.
C'est là où on peut chercher des différentes éthiques d'ailleurs. Bon. Alors ça se modifie tout simplement aussi avec l'expérience personnelle, et puis celle des autres, c'est-à-dire que vous pensiez un certain nombre de choses qui sont positives ou un certain nombre de choses qui sont négatives, et bien avec l'influence du réel et l'influence des autres sur vous-même, vous allez peut-être changer la façon dont vous avez d'appréhender le réel en vous disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou tout simplement dans votre réflexion ou dans votre éthique, vous allez vous dire un certain nombre de choses parce que quelqu'un vous aura dit que, parce qu'un ami, ou parce que votre expérience vous montre que on vous a dit que le positif était ceci ou cela, mais votre expérience du réel vous montre que effectivement c'est pas vrai, et donc vous allez modifier votre éthique et ce genre de choses. Alors, le discours des parents, donc ça c'est l'éducation, j'ai déjà dit, et aussi tout simplement, si on regarde d'un niveau plus général, l'éthique ça se modifie avec la parole, ça se modifie avec le discours, si on est capable de discuter, ça se modifie avec la rhétorique, si on est capable d'argumenter, etc. Mais quelqu'un qui viendrait, et là je crois que je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo sur la rhétorique, c'est quelqu'un qui est capable de, par la parole, de modifier vos idées acquises et vos idées théoriques, et bien à ce moment-là, la façon dont vous allez combiner les idées dans votre esprit, ou la façon dont vous allez penser une idée va être modifiée, va être soit tendancieuse, soit de différentes façons, elle va être modifiée. Et en fonction de cette modification, vous allez avoir une réflexion éthique qui sera différente en fonction de ce qu'on vous aura dit et de des arguments qu'on aura placés face à vous. Parce qu'il y a certains arguments face auxquels certaines éthiques ne tiennent plus. Euh, ouais, je peux donner l'exemple très simple. Par exemple, tout le monde se propose en France l'égalité, ce qui est une très bonne chose, qui est bien comme ça quand on s'imagine, quand on réfléchit, on dit ouais l'égalité quand même c'est ce qu'il y a de mieux, il faut que les gens soient égaux, etc. Mais l'égalité poussée à l'extrême, ça fait très peur, ça fait une société où on est tous pareils, on s'habille pareil, on pense pareil, on fait tous pareil, on est tous absolument égaux. Voilà, un peu j'allais dire comme des schtroumpfs, mais au moins les schtroumpfs ont une personnalité, là on n'a plus de personnalité. Parce que déjà la personnalité c'est si on s'est proposé vraiment l'éthique, pardon, l'égalité comme quelque chose de supérieur, eh bien, on va dire oui, mais la personnalité, ce n'est pas l'égalité. Chacun veut être différent, machin. Non, il faut que tu sois exactement comme les autres, comme tout le monde. Faut vraiment, il n'y a pas un centimètre de ton corps qui soit pas comme les autres. Alors ça peut donner des choses assez effrayantes hein, si on pousse l'idée jusqu'au bout et si on rentre justement dans l'hubris, hein, pousser l'idée jusqu'au bout et rentrer dans l'hubris. Donc un autre argument très célèbre contre l'égalité, pas contre, mais qui permet de modérer un peu cette envie d'égalité qu'on a en France, c'est tout simplement dans Spinoza, dans l'éthique de Spinoza, où il dit, mais finalement, regardez, on ne reproche jamais à un lion d'avoir de courir plus vite que nous et ou d'avoir des crocs serrés ou d'être plus fort que nous. On reproche pas aux chimpanzés d'être musculairement plus fort que l'homme, parce que on ne se sent pas égaux aux chimpanzés. Vous voyez, on ne reproche pas au guépard de courir à 70 km/h alors que nous on peut pas. Vous voyez, et les hommes c'est pareil, on peut pas reprocher je sais pas moi, à quelqu'un d'intelligent d'être intelligent. On peut pas lui dire faut que tu sois comme tout le monde. Vous voyez, souvent c'est bien de penser un peu d'inégalité, de savoir qu'on n'est pas forcément tous parfaitement exactement égaux. Il y a des gens qui sont plus beaux que vous, il y a des gens qui sont plus intelligents que vous, il y a des gens qui sont plus forts que vous. Il faut à un moment donné l'accepter et pas dire c'est pas juste que la nature nous a pas fait tous absolument égaux parfaitement. Voilà. Donc contre l'égalité, il y a aussi des arguments, ça nous évite d'aller trop loin dans le n'importe quoi par rapport à une idée. Attention à l'hubris, hein, n'importe quelle idée poussée à l'extrême finit par être de l'hubris, et l'hubris, hein, on sait, Moira, Némésis, etc. Donc voilà, la rhétorique, ou sinon souvent plutôt le discours, quand il est bien fait, permet de modifier ce qu'on pensait ou d'atténuer ou de renforcer certaines idées. La façon dont on pense le monde et ce qui est positif de faire dans le monde, eh bien, est renforcé, diminué, etc., modifié par le discours. Alors ça peut être fait de façon totalement honnête, hein, ça peut être fait de façon malhonnête, à vos dépens ou pour vous construire. Ça c'est la personne qui vous parle, qui ça dépend de ses intentions. Alors c'est Aristote pensait que ça se voyait dans le discours d'une personne s'il était sincère et que en fait pour augmenter sa dialectique ou son niveau de persuasion, l'être humain, alors ça c'est bon, c'est Aristote. Aristote propose l'idée que si quelqu'un n'est pas sincère,
ça va se sentir et que ce ressentiment sera plus fort que les bêtises que cette personne est en train de nous dire. Si on sent que quelqu'un n'est pas honnête, peu importe la justesse ou la grandeur des arguments qu'il nous propose, on va avoir un petit doute. On va, je sais pas, lever nos boucliers de défense intellectuellement parlant, et on va ne pas écouter, ou on va être dans le rejet ou le refus de ce que cette personne qui a un peu, tiens, on a un petit doute sur elle, eh bien, on ne va pas l'écouter. Alors, bon, ça c'est ce qu'on peut penser si on est dans la vertu, comme Aristote, mais on peut aussi dire, bah oui, mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui nous disent beaucoup de bêtises et on n'a pas forcément toujours le réflexe de se méfier de ce qu'on nous dit. Bon, voilà. Alors, euh, ouais. Si une chose importante aussi à dire par rapport à l'éthique, c'est que l'éthique, c'est vraiment ce qu'on pense ou vraiment ce qu'on théorise dans son esprit comme étant le positif. C'est-à-dire que, par exemple, si imaginez voilà, imaginez une prostituée par exemple qui a un client qui vient chez elle et elle veut absolument pas avoir une relation avec ce type-là. S'il le rencontrait dans la rue, elle le trouverait dégueulasse, crade, etc. Elle veut pas. Éthiquement, elle se dit je ne ferai jamais ça. Puis le mec tend un bifton et puis la pauvre fille est obligée d'accepter. Ou alors elle accepte avec plaisir, peu importe. Et elle accepte. Et pendant qu'ils ont la relation sexuelle et même après, quand le client se casse, elle se dit plus jamais ou je veux pas avoir de relation avec ce genre de personne. Et je trouve que sa morale a été un peu modifiée, mais avant, pendant et après ce truc l'acte de prostitution, elle se disait avant, elle se dit pendant, elle se dit après, non, jamais je ne ferai ce genre de choses. C'est pas moi, c'est pas ce que je considère comme étant mon type d'homme, ou c'est pas ce que je considère comme étant quelque chose à faire, etc. Mais bon, face au bifton, effectivement, dans la pratique, elle l'a quand même fait. Mais quand le mec est parti, elle n'a pas changé d'opinion sur lui. Si elle le rencontre dans la rue et le mec n'a pas d'argent, elle dira pas oui à ce moment-là. On n'achète pas l'éthique, si vous voulez. Si vous aimez pas quelqu'un, même si vous offre un dîner au restaurant, ou je ne sais quoi, etc. Eh bien, ça peut être votre patron, vous l'aimez, ou vous l'aimez bien, ou vous l'aimez pas, peu importe. Mais si vous l'aimez pas et vous souriez tout le temps devant lui, etc. Ça change pas le fait que quand il est plus là, vous continuez à le détester. Mais quand il est là, effectivement, votre morale, comment vous agissez vraiment, vous lui montrez pas du mépris, vous montrez que vous l'aimez bien, etc. Donc euh, bon, parenthèse, moi j'aime bien mon patron, mais ça n'a rien à voir. Et donc, vous voyez, l'éthique, ça, c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est-à-dire que même si on vous paye vous pensez que, je sais pas, faire quelque chose c'est pas bien, si vous le faites quand même, vous continuerez à penser que c'est pas une chose à faire, qu'il faut pas le faire. Donc voilà, c'est ça l'éthique, c'est très puissant, et c'est pour ça que ça ne s'achète pas l'éthique. On n'achète pas l'éthique d'une personne. Si vous n'aimez pas, je sais pas, un homme politique, même si je vous donne de l'argent, vous n'allez pas bien l'aimer. Vous allez continuer à le détester, vous allez juste faire semblant, vous voyez. Donc l'éthique, c'est vraiment très profond. Il faut jamais oublier que l'éthique, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose qui se transforme par souvent la rhétorique. Alors, comment on appelle le procédé, une façon générale, pour modifier l'éthique d'une personne? Alors pour modifier l'éthique d'une personne, on a plusieurs mots pour dire cette chose-là, et ça va vous permettre de penser la chose. Euh, on peut dire une conversion, parce que une conversion, c'est pas forcément une conversion à une religion, ça peut être ça. Ça peut être aussi une conversion philosophique. J'adhère à un certain nombre de principes de, je sais pas moi, de Emmanuel Kant, et je trouve que la morale kantienne, elle est bien. Je trouve que la façon de Kant de voir le monde, elle est bien. Elle m'aide dans mon quotidien, machin. Ça peut être la même chose pour Spinoza. Vous pouvez aussi vous dire que, je sais pas moi, c'est Épicure qui vous aide dans votre quotidien, et que c'est lui qui a raison, ou je ne sais quoi, et que, etc. Donc on peut se convertir, ça peut se convertir à une religion. Je pense que voilà, c'est les juifs qui ont la meilleure vision du monde, donc je vais essayer de devenir juif. Ou c'est les musulmans, je vais essayer de me convertir à l'islam, etc. Donc, changer son éthique, ça peut être ce qu'on appelle une conversion. Ça peut être très rapide, ça peut être très lent. Mais par exemple, quelqu'un qui se dit musulman, mais qui profondément, lui, a toujours préféré la religion animiste parce que c'était la religion de ses parents, etc., mais qu'on l'a forcé à devenir musulman, à pratiquer le culte musulman, etc., il continuera à penser que c'est quelque chose de... Il n'a pas été converti, il fait juste semblant pour des raisons politiques ou pour des raisons d'argent. Mais euh, au fond de lui, il continuera à détester cette religion ou cette conversion.
Mais quand on est vraiment converti, c'est on a vraiment changé son code de valeur, sa vision de ce qu'il faut faire de positif dans une société. Donc ça peut être une conversion, ça peut être simplement de façon triviale ce qu'on appelle la manipulation. C'est-à-dire que vous êtes dit un certain nombre de choses et puis en vous manipulant, vous allez finalement changer votre vision du positif. Et ça peut, voilà, on peut dire un conditionnement mental. Hein, je veux dire, qu'on le veuille ou non, la télévision, les images qu'on voit à la télévision finissent par nous faire voir, ou nous faire penser, ou nous faire réfléchir le monde d'une certaine façon, et on va voir le positif quelque part ou ailleurs, etc. Ça peut être un lavage de cerveau. Alors ça c'est le sujet de beaucoup de films de science-fiction où un type euh, on lui a tellement lavé le cerveau par des produits chimiques, par je sais pas, un peu comme dans Orange Mécanique où le type à la fin, il a une répulsion à la violence et à ce genre de choses, une répulsion physique, etc. D'ailleurs, un film très intéressant sur ce sujet-là. Euh, eh bien, on lui a lavé le cerveau littéralement, c'est-à-dire que mais bon, on se rend compte à la fin du film qu'on l'a pas totalement lavé le cerveau non plus. Mais l'idée de laver le cerveau, c'est quoi? C'est de changer son éthique par la force, pas par la force de la persuasion, mais par la force des produits chimiques, par la science quelque part. Et très très intéressant sujet de presque de philosophie et de euh, comment dirais-je et de science aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire changer l'éthique d'une personne? Alors pour ça, on a les films, on a la télévision, on a les médias, on a toute une façon de créer un monde et pour que les gens voient le monde d'une certaine façon, pour que en voyant le monde de cette certaine façon, ils vont avoir forcément une éthique qui va, etc. Euh, Mais, euh, mais est-ce qu'on peut par la science modifier l'éthique d'une personne? Ça, c'est vraiment un sujet très compliqué, très délicat. Euh, il y a des films de science-fiction qui vous montrent que des gens, voilà, que sont comme hypnotisés, deviennent des zombies, et ils raisonnent d'une façon qui est pour l'Empire, on dira, un peu d'une façon générale. Hein, c'est laver le cerveau, c'est vraiment faire ça, mais d'une façon scientifique. Ouais. J'étais en train de penser à Star Wars quand Dark Vador demande à Luke de le rejoindre l'Empire, et puis finalement, moi je veux pas vous spoiler, mais ça sera pas celui qu'on croit qui change d'avis. Et puis, vous voyez l'éthique d'un Dark Vador, pensez à ça par exemple. Qu'est-ce qu'il avait vraiment au fond de lui? Qu'est-ce qu'il fait pendant la première trilogie, hein, c'est les années 70, celle qui est bien. Pensez à ce que fait Dark Vador pendant tout le film et pensez à ce qu'il pense pendant tout le film, ce qu'on croit de cette personne pendant tout le film, et puis finalement, on voit ce qu'il fait. Eh bien, ça permet de réfléchir sur ce Anakin Skywalker, on lui aurait apparemment lavé le cerveau avec les idées du côté obscur, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait tout à la fin du film? Si vous l'avez vu, vous le savez, ça laisse songeur quand on pense au lavage de cerveau. Après, des films sur le lavage de cerveau, il y en a plein. Hein, des styles de soldats qu'on enferme dans une salle, on les injecte de produits chimiques et puis on leur fait changer leur vision du monde, ou on modifie des souvenirs, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on est assez fort aujourd'hui pour modifier la chimie du cerveau à ce point-là? J'en sais rien du tout. Il y a aussi le très intéressant film Inception, pour ceux qui l'ont vu, où des mecs rentrent dans on va dire, le subconscient d'une personne pour essayer d'y placer des idées ou d'y modifier les idées qu'il a. C'est aussi un très intéressant sujet qui est même beaucoup plus subtil que des films de science-fiction avec des seringues et des docteurs maboules. C'est presque plus poétique. On rentre dans le subconscient d'une personne pour y placer des idées, et de cette façon on va changer son éthique. C'est exactement le sujet du film. On va changer l'éthique de la personne pour que la morale, changer l'éthique pour que finalement la personne finisse par avoir une morale, et la morale qu'on veut. C'est-à-dire qu'il va agir dans la pratique comme la façon éthique qu'on lui a proposée. On lui a proposé une façon pour que le positif de voir le monde, et il va agir en fonction de ça dans la morale. Donc très bon film d'ailleurs de science-fiction, Inception, si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est vraiment sujet de nombreux films. Qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, ça peut être aussi devenir mature. C'est vrai qu'avec l'âge, un certain nombre de choses qu'on croyait comme évidentes quand on était petit le sont beaucoup moins quand on commence à comprendre la complexité du monde. Alors, c'est pas le fait de devenir mature ou d'être en contact avec le réel qui va vous laver le cerveau, ou une conversion. C'est pas ça qu'on dit. On dit simplement devenir mature. Tout un tas de choses qu'on ne croyait jamais faire, et bien on finit par les faire parce que soit on a changé, soit on a vieilli, soit on a eu, voilà, on était au contact de la vie, au contact des autres hommes, et puis
tout un tas de choses qu'on croyait qu'on ferait jamais, et puis on finit par les faire. Et puis, alors c'est pas forcément l'éthique qui change, mais on s'arrange avec son éthique. C'est-à-dire que vous aviez des rêves de jeunesse, et puis on va finir par s'arranger un peu avec ses rêves de jeunesse. Et pardon. Et la façon dont on a de dire ça, c'est tout simplement, on dit à quelqu'un, mais t'es en train de devenir mature. Pensez à tous ces gens qui ne veulent pas avoir d'enfants quand ils ont 23 ans, et qui à 33 ans ne rêvent que d'avoir des enfants. Eh bien c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision positive de leur vie, là pour le coup, dans lequel ils avaient pas d'enfants, ils faisaient ce qu'ils veulent, etc. Et puis à 33 ans, c'est l'inverse, et c'est souvent comme ça que ça se passe. À 33 ans, ils ont une vie éthique de la vie, ils pensent que les enfants c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, il faut en avoir beaucoup, etc. Donc moi, ma sagesse m'invite à ne pas poser mon jugement, et ne pas poser de jugement de manière trop précis, parce que pas d'enfant ça veut dire zéro enfant, et c'est un chiffre qui me plaît pas. Et en même temps, avoir le plus d'enfants possible, c'est un chiffre qui est l'infini, et ça me plaît pas non plus. Moi je préférais quelqu'un qui me dise moi j'en veux tant, ou alors je sais qu'avec ma femme on pourrait vivre, voilà, avoir 3 enfants, tout se passerait bien, etc. Donc voilà, des choses très simples de la vie, hein. Quand on devient mature, on se dit finalement pas avoir d'enfants c'était, et puis on change son éthique, et puis finalement dans la morale effectivement on va voir que la personne agit en fonction de son éthique et va avoir des enfants. Voilà. Donc ça peut être autre chose, un prêter serment. C'est des choses qu'on fait beaucoup moins de notre temps, mais c'est des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque des chevaliers, de je sais pas quoi, qu'on peut prêter serment. Et quand on prête serment, euh, surtout si on a la notion que sa parole a une vraie valeur, eh bien on va vraiment agir en fonction de la parole qu'on a donnée. Et voilà. Réagir à une trahison, ça aussi, par exemple, vous aimez votre mari, vous êtes une femme, vous aimez votre mari, vous ne questionnez absolument pas cet amour que vous avez pour votre mari. C'est impensable que demain vous pourriez lui faire un sale coup ou partir avec les enfants, ça vous est même pas venu à l'esprit. Et puis hop, vous apprenez qu'il vous a trahi avec Madame Miss Machin, et puis soudainement, face à cette votre éthique, ce que vous pensiez vraiment de votre mari ou votre femme, peu importe dans quel sens ça va, eh bien ça va complètement changer, étant donné que il y a une minute, vous aimez votre mari, vous avez une construction mentale du positif, c'est-à-dire vivre avec votre mari, et élever vos enfants, etc. Et puis la minute d'après, toute cette construction mentale s'est effondrée, et face à ça, vous allez réagir de façon extrêmement violente et adopter l'éthique qui était contraire à votre éthique. Et dans la morale, effectivement, vous allez avoir une éthique qui est de rompre ou de détruire votre mari, et dans la morale, vous allez faire semblant quand vous allez être gentil avec lui, et vous allez être vous-même, ou vous allez suivre votre éthique dans la morale quand vous allez effectivement détruire votre mari, ou votre femme, ou machin, parce que vous allez vous venger, etc. Voilà, tout simplement des choses, voilà, un peu plus générales, hein, le fait d'apprendre, le fait de lire, le fait de voir des films, le fait de se renseigner, d'avoir beaucoup d'amis, etc. Tout ça, gagner de l'expérience, essayer de vivre des choses un peu intéressantes, voyager à l'étranger. Vous pensez certainement un certain nombre de choses sur les Anglais, sur les Allemands. Eh bien, allez en Angleterre, allez en Allemagne, allez voir comment sont ces gens-là, et puis soudainement vous allez changer ce que vous pensiez, pas comme étant positif de faire dans la société, mais si vous voulez, votre expérience en Angleterre, en Allemagne, je ne sais où, va peut-être un peu modifier la façon de ce que vous pensiez qui était le mieux à faire dans une société, parce que effectivement, vous allez vivre avec des gens qui n'ont pas ce même idéal que vous, qui n'ont pas cette même vision que vous, et donc en vivant avec eux, vous allez prendre et peut-être même un peu de chance donner, échanger donc ces différentes éthiques, ces différentes façons de voir ce qu'il y a de mieux à faire dans une société. Et c'est vrai que pour ça, l'Angleterre, c'est assez différent de la France. Et puis le procédé, alors ça rentre un peu avec les autres, hein, avoir des convictions. J'ai la conviction profonde que, et puis avec cette conviction, ces convictions qu'on peut avoir, surtout quand on est jeune, on a des convictions, c'est-à-dire ça c'est solide, ça ne changera jamais. Faut éviter les éthiques trop rigides, parce que souvent on passe du coq à l'âne, ou on passe d'un extrême à un autre. Donc une éthique trop rigide, ou une éthique sur laquelle on ne réfléchit pas à ce qui nous semble le plus positif dans une société, quand c'est trop rigide, ça va un peu nulle part, quoi. Voilà. On passe à la suite. La suite, la deuxième partie de la phrase que j'avais utilisée, c'était de dire la morale, ça s'achète.
Alors ça s'achète avec de l'argent, de l'or, des diamants, des bijoux, ça s'achète avec ce qu'on dit les règlements en nature, des promesses diverses, etc. Et puis la morale, faut pas oublier, c'est ce qu'on fait vraiment. Donc vous pouvez détester un homme politique, mais je sais pas moi, juste avant la campagne électorale, il s'est passé un truc, un événement qui a changé votre éthique, et puis euh, dans la morale, vous allez suivre votre éthique. Ou à l'inverse, je sais pas, vous détestez un homme politique, mais dans la vraie vie, ça c'est un peu moins, parce que vous avez pas trop de contraintes, mais ouais, si on va dire ça comme ça. Vous détestez un homme politique absolument, et puis vous allez quand même voter pour lui. Pourquoi? Parce que votre papa, ou votre je ne sais quoi, ou je ne sais qui, ou parce qu'il y a une raison, on va avoir les différents types de raisons, ou parce qu'on vous a mis un flingue sur la tempe, et ben vous allez prendre, je vous assure qu'avec un flingue sur la tempe, vous allez prendre le petit carton de l'homme politique que vous détestez absolument, vous allez le mettre dans l'urne. Donc dans la morale, vous n'aurez pas du tout agi comme votre éthique vous a dit de le faire, mais vous continuerez à détester cet homme politique. Par contre, dans la morale, ce que vous avez vraiment fait, si on regarde ce que vous avez fait, et celui qui s'arrête que à la morale va dire ah bah s'il aime bien cet homme politique, il a voté pour lui. Alors qu'en fait, bah, vous étiez sous pression, vous aviez pas le choix, ou on vous a fouillé un peu de pognon, et vous êtes avec un peu de pognon, on se décide très vite souvent. Voilà. Donc, alors la morale s'achète. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les circonstances, tout simplement. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qu'on pense qu'on ne fera jamais. Il faut faire de cette façon-là pour construire la société. Et quand on agit vraiment dans la réalité, eh bien, quand on a trop fumé, quand on a trop bu des alcools ou des substances ou diverses, eh bien, à ce moment-là, on finit par agir de façon complètement dingue et de façon dont, si vraiment on y avait réfléchi, on l'aurait jamais fait. Par exemple, vous avez, je sais pas, un ami que vous aimez bien, et puis soudainement vous vous mettez à picoler, à picoler, à picoler, à dire des conneries, et puis soudainement vous commencez à vous battre avec cet ami. Si je vous avais dit il y a 2 heures tu vas te battre avec ton ami là, vous m'auriez dit non, c'est impossible, mon éthique, machin, etc. Et dans la morale vous l'avez quand même fait. Pourquoi? Parce que les circonstances ont été dans une configuration dans laquelle vous l'avez vraiment fait. Et donc drogue, alcool, tout ce qui peut modifier, altérer, augmenter, améliorer, dites ça comme vous voulez, hein, votre jugement. C'est vrai que certaines personnes, sous l'effet de certaines drogues, je vous assure que ils sont plus les mêmes. Et puis, c'est pas qu'ils ont une double personnalité, c'est juste qu'ils avaient une éthique. Quand ils sont dans leur état normal, ils ont une façon de fonctionner qui est bon un peu toujours la même. Et puis, c'est vrai que quand ils sont complètement déchirés par l'alcool, et là, on se rend compte que soudainement, ils agissent de façon complètement différente. Et qui sont capables de faire d'ailleurs des choses que soit la morale collective, soit leur morale personnelle réprouve, mais ils l'ont quand même fait. Ils n'ont pas agi moralement, ils n'ont pas suivi leur éthique parce que les circonstances, etc. Si ça peut être la drogue, ça peut être, vous apprenez euh, vous, il vous semble normal d'aller, enfin moi en tout cas, il me semble normal d'aller au travail tous les jours, de bosser, etc. Eh bien, si jamais dans une journée j'apprenais le décès d'un ami proche, ben, j'irai pas au travail ce jour-là. Alors est-ce que j'ai créé le négatif en allant pas en travail, etc. Je pense pas, mais je pense dans certaines circonstances, vous voyez, on n'agit pas comme on s'était promis de le faire, parce que soudainement, sous l'effet du deuil, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de pas être là, vous avez besoin de boire, ce qui va vraiment altérer votre jugement. Et donc euh, voilà, ce sont des choses qui arrivent, et donc c'est vrai que juger d'une personne par sa moralité, c'est bien, mais aussi il faut voir que la moralité, ça s'achète, on fait pas toujours. Même si la plupart du temps on a une éthique et la morale suit derrière, mais on fait pas toujours quoi. Euh, oui. Hum, ouais. Ça peut être par exemple, alors ce que j'ai mis la foi, mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous avez un certain nombre de croyances religieuses et que vous avez aussi une éthique. Alors la religion, c'est-à-dire, on va dire l'éthique commune ou la façon dont c'est proposé de vivre en communauté, vous dit de faire une certaine chose, mais vous personnellement, c'est pas quelque chose qui vous semble positif. Donc tout simplement dans la moralité, vous allez agir comme tout le monde parce que il y a une espèce d'éthique collective, il y a une morale collective, on dit plus souvent, et tout le monde agit d'une certaine façon. Peu importe comment on pense, on va tous agir d'une certaine façon. Et ça peut être tout simplement parce qu'on croit en Dieu euh, et que notre croyance en Dieu nous oblige à faire certaines choses que notre éthique réprouve. Vous voyez, c'est-à-dire que on s'est proposé le bien
Et puis il y a Dieu, et puis il faut faire un peu parfois comme Dieu l'ordonne, ou la personne qui représente Dieu l'ordonne, et puis donc on va faire des choses qui sont contraires à notre éthique. On va quand même les faire, mais parce qu'il y a une croyance religieuse qui nous pousse à faire des choses à l'intérieur de nous, on sait pas très bien si c'est bon ou pas bon. On les fait quand même, mais on a un petit doute et on sait pas vraiment bien quoi faire. Et puis, on va quand même faire comme Dieu l'ordonne. C'est souvent les gens qui représentent Dieu. On va faire comme eux, ils ont dit qu'il fallait faire. Mais votre éthique, elle est un peu troublée. Par exemple, ça peut être vous partez à la guerre parce que une guerre de religion, parce que ils ont insulté le prophète ou je ne sais qui, mais pendant cette guerre de religion, on vous demande de tuer des enfants. Vous allez peut-être le faire, mais vous serez pas à l'aise avec vous-même. Ça peut être, je pensais aussi aux croisades quand je disais ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis aux croisades qui ont dû faire des choses atroces parce que Dieu leur donnait, mais plutôt parce que le pape leur donnait, mais quand même ils n'étaient pas très fiers de ce qu'ils avaient fait. Alors les désirs qui nous poussent à agir contrairement à notre éthique, ça je ferai, de toute façon c'est le sujet des prochaines vidéos, donc ça je ferai ça plus tard, j'en parlerai très longuement des désirs. L'argent, bah tout simplement l'argent, hein, je veux dire, vous aimez pas un tel machin et truc, et puis si je vous donne 50 000 euros, vous allez lui faire des louanges, vous prosterner devant lui, vous allez faire le bouffon s'il faut, mais enfin avec un peu de pognon, on fait souvent beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un, un homme de paix, vous pensez le bien, machin, etc. Puis on vous met 200 000 euros sous le nez, et on vous dit va faire telle saloperie, bah vous allez quand même peut-être le faire parce que même si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, il se trouve que dans la pratique vous allez quand même le faire. Parce que c'est vrai qu'avec 200 000 euros sous le nez, on est tous capables de faire malheureusement, hein. Mais même si indépendamment on s'était dit ah avec 200 000 euros moi je ferai jamais ci jamais ça, quand on les a sous le nez souvent on se dit bah finalement qu'est-ce que je fais quoi. Donc, voilà, ça peut être l'argent, ça peut être aussi des biens matériels, hein, ça peut être la corruption de façon générale, hein, c'est ce qu'on appelle la corruption euh, à différents niveaux. Alors c'est vrai que la moralité on s'est dit positivement il faut faire ça et on a fait autre chose. On a créé du négatif en faisant ça, mais on se console avec des biens matériels, avec différentes, etc. Euh, alors tout ce qui est avantage en nature, bon là vous m'avez compris, hein, ça fait aussi partie des désirs d'ailleurs. Et puis c'est souvent une forme de corruption, mais qui n'est pas faite par l'argent, hein, c'est en gros le cul. Et c'est vrai que une partie du monde, et ça c'est souvent dit, mais je reviendrai en détail là-dessus. Une partie du monde ne pense, non, une partie du monde pense avec son portefeuille et une autre partie du monde pense avec sa bite. Donc en gros, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est le sexe et le pognon, c'est souvent des choses, enfin, pour une partie de l'humanité, c'est ce qui anime les gens. On verra l'âme un peu plus tard, mais en gros, pour corrompre quelqu'un, l'argent et le sexe, c'est vraiment, ça marche, c'est très efficace, ça se sait depuis toujours. Tous les hommes politiques, les hommes riches utilisent ça depuis toujours. Et qui, hein, face à 1 million d'euros, va dire non? Parce que si vous voulez, parce que une personne considère que sa morale est beaucoup plus importante, plus élevée, plus extraordinaire, etc., que son confort matériel, ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire non à 20 millions d'euros. Il y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup quand on entend les gens parler. C'est vrai que face à 1 million d'euros, ils iront pas courir à poil. Peut-être pas ça, mais ils iront pas tuer des enfants. Et vous mettez 1 million d'euros, puis soudainement vous voyez que bah effectivement ils veulent pas le faire, mais face à autant d'argent, ils vont quand même le faire. Et voilà. Et d'ailleurs, ça pose souvent des problèmes chez les criminels parce que quand vous êtes un criminel, vous avez souvent ce genre de problème, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que vous voulez pas faire que vous faites quand même. Et puis souvent vous vous dites mais c'est vrai que je voulais pas tuer machin, je voulais pas détruire le bar de un tel parce que etc. Vous êtes un criminel, hein. Et je voulais pas racketter machin parce qu'il me paraît sympa, mais vous le faites quand même parce qu'il y a du pognon en jeu, parce que etc etc. Voilà. Euh, D'autres choses qui peuvent modifier la morale, c'est l'idée de gloire, gloire future. Ouais. L'idée de la... D'accord. L'idée de gloire, la gloire, hein, c'est-à-dire que vous allez devenir célèbre, riche, les gens vont s'étaler devant vous en vous disant vous êtes extraordinaire, incroyable, génial, etc. Il y a ça, hein, on peut promettre à la gloire, où la gloire nous fait perdre un peu le sens de la réalité, nous
peut nous emmener vers l'hubris justement, et puis on finit par faire n'importe quoi face à la gloire. J'en ai oublié une d'en dire une, c'est tout ce qui est de l'ordre, quand je pensais à la foi, à la religion, souvent on croit en Dieu, pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on est mort après c'est pratique, puisqu'on va au paradis, où on va, il y a 1000 vierges, où il y a le paradis, le jardin d'Éden et ce genre de choses. Eh bien, c'est vrai que face à des promesses diverses, hein, que ça soit le paradis, la vie immortelle, tout ce qu'on peut nous promettre et qui, in fine, devrait arriver, hein, après quand on est mort, etc. Eh bien, face à toutes ces promesses qu'on nous a faites, eh bien souvent, dans l'absolu, on réagit un peu en fonction de ces promesses. Hein. C'est-à-dire que là, vous voulez, c'est-à-dire que on peut penser ce qu'on veut, mais face à certaines promesses, on va réagir, on peut penser ce qu'on veut, mais face à certaines promesses, on va agir d'une certaine façon. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est les promesses diverses, que ce soit politique ou que ce soit la religion. Hein. C'est-à-dire qu'on peut détester un homme politique, mais comme il nous a promis tout ça, ça et ça, on va quand même voter pour lui. Bah oui. Et comme disait si bien Jacques Chirac, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. J'aime beaucoup cette phrase et il avait bien raison. Après, plus trivial, mais tout aussi vrai, vous pensez certaines choses du monde, c'est bien, mais quand on vous met un flingue sur la tempe, quand on vous met des chaînes et un boulet, et que vous êtes au bagne de Cagnes, de Cagnes-sur-Mer, n'importe quoi, vous êtes au bagne, alors j'ai plus le nom maintenant, bon, vous êtes vous êtes enchaîné, vous êtes un esclave noir dans les champs en Amérique, vous avez beau détester le maître qui se comporte mal avec vous, avec votre famille, etc. Vous avez envie de l'assassiner, mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez tous les jours, vous allez bosser dans le champ de coton en priant Dieu, en espérant qu'un jour ça aille mieux. Bon, il se trouve que ça a marché, mais bon, ça c'est les Américains jugeront de leur histoire eux-mêmes. Eh bien, c'est vrai quand vous êtes, quand tout le monde, enfin, je veux dire, quand ça que les esclaves qui s'échappaient, on finissait par les mettre des boulets, des chaînes, et on les humiliait plus que les autres, etc. Face à la menace physique, vous voulez pas travailler pour un homme blanc qui vous exploite, ou un homme de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle couleur d'ailleurs, qui vous exploite. D'ailleurs, personne n'a envie de l'esclave de personne, mais finalement, dans la réalité, on n'a pas vraiment le choix. Et souvent, d'ailleurs, on juge les hommes sont immoraux, sont ceci, cela, mais ils ont rarement le choix, on a rarement le choix. C'est vrai que est-ce qu'on a vraiment le choix en France d'aller travailler, surtout quand on a des dettes? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des flics, je pense qu'il y a de la police, il y a de l'ordre. Hein, heureusement qu'il y a un peu d'ordre. Et puis il y a des gens qui vont vous dire non, mais si tu sors si tu fais pas comme il faut, vous pouvez penser que travailler c'est pas bien, mais en même temps vous allez travailler tous les jours. Eh bien, à la limite, je dirais, vaut mieux que vous finissiez par aimer le travail parce que vous allez devoir en faire ça tous les jours. Mais c'est vrai que dans la réalité physique, bah souvent on a une éthique et puis c'est pas qu'on crée le négatif tous les jours, mais on est obligé de faire comme comme il faut faire, ou on est obligé de faire comme on nous menace. Si on vous met un flingue sur la tempe, vous êtes obligé de faire dans la pratique vraiment tous les jours au quotidien quelque chose qui est complètement contraire à vous-même, complètement contraire à ce que vous pensez, mais vous êtes quand même obligé de le faire parce que il y a quand même la menace physique, et c'est vrai que les hommes sont des êtres violents, sont des êtres jaloux, sont des êtres ceci, cela. Il y a aussi des hommes qui sont bien, hein, rassurez-vous. Mais face à la contrainte physique, c'est vrai que souvent, bah, on se met au carré, et puis vous vous manifestez par exemple en France dans une manifestation, vous êtes contre tel projet de loi. Si un flic se met à vous charger, vous n'allez pas rester là parce que ce sont vos convictions, etc. Même si vous êtes dit non, on restera là, on est plus fort, etc. Le peuple vaincra, etc. Mais quand on vous charge et qu'on vous défonce à la matraque, je peux vous dire que ça va pas changer votre éthique, mais disons que vous allez pas rester dans la manifestation très longtemps. Voilà. Même si vous pensiez vraiment que le positif c'est de manifester, c'est de, etc. Mais si on vous défonce à coups de matraque, vous pouvez être quasiment sûr que malheureusement la morale ne va pas pouvoir suivre. Et voilà. Sinon tous les chantages divers, hein, je vais dire à ta femme que ceci, que cela, et puis vous agissez contrairement à votre éthique. Et dans la morale, bah, on voit bien que vous n'êtes pas tout à fait comme vous êtes dans le discours ou dans votre esprit. Voilà, c'est dur d'être moral, hein, on est dans un monde pas immoral, parce qu'on s'est promis, on s'est vraiment fait des grandes promesses éthiques. Les religions, les prophètes, tous ces gens-là, des gens bien, hein, sûrement très sympathiques, se sont promis beaucoup de choses, nous ont promis beaucoup de choses, ont proposé vraiment une façon de penser, de voir le monde qui est extraordinaire, et puis les hommes, face à la réalité, face au désir, face à tout ce qu'on va voir par la suite, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent avec toutes ces grandes
ce sens du positif qu'a l'être humain, qu'on partage, etc., on va essayer quand même d'en faire quelque chose. C'est pas facile d'être moral, c'est pas facile finalement, hein. C'est pas facile d'être complètement en accord avec ses idées, et c'est pas facile de suivre son éthique. C'est-à-dire que si on s'est dit que moi ce que j'aime, c'est la liberté, mettons, eh bien, même si parfois je vais devoir agir pas comme un esclave, mais comme un homme pas très libre, ou que je vais devoir être au contraire de ma nature, ou de ce que je me suis promis comme étant ce qui est bien, eh bien, je sais pas, si vous êtes le fils d'un patron, par exemple, votre père a des employés, etc., et vous aimez la liberté absolument, eh bien, quand vous allez reprendre les affaires de votre père, vous n'allez pas dire à tout le monde, vous êtes libre, il n'y a plus de travail aujourd'hui. Vous allez les faire travailler, vous n'allez pas forcément aimer ça, mais il va falloir le faire. Alors peut-être que un peu d'éthique vous permet de un peu adoucir votre morale, c'est vrai que vous allez le faire, mais peut-être un peu moins brutalement ou un peu moins durement que certains ou que d'autres. Donc voilà, c'est dur d'être moral dans un monde où c'est, si vous avez une vision du monde et vous avez ce qui est positif au-dessus et que vous n'arrivez pas à le faire au quotidien, c'est très déprimant. Mais la beauté de la morale devrait s'expliquer par elle-même. Alors ça c'est très théorique, mais l'idée ça serait que rien que le fait de faire le bien comme on s'est proposé, mais de le faire hein, en vrai, rien que de le fait de faire bien comme on se l'est proposé en vrai, et bien rien que ça, la récompense du bien, ça c'est un peu théorique, mais c'est pas grave, la récompense du bien c'est le bien en soi, c'est le bien qu'on a fait en soi. Si vous voulez, ça serait l'idée très virile de se dire moi au moins j'ai eu le luxe dans ce monde de brutes, de bêtes, d'hommes sauvages, d'hommes jaloux, d'hommes qui pensent avec leur bite, leur pognon, leur portefeuille, etc. Eh bien, même moi dans ce monde-là, j'ai réussi à être un peu moral, et ça c'est déjà une grande victoire sur soi et sur les autres. Et si on peut être moral pour soi et pour quelque chose qu'on fait en communauté, euh, ça peut être extraordinaire, ça peut être des choses vraiment simples, hein. Pensez pas forcément à sauver le monde. Vous pouvez tout simplement dire bonjour à vos voisins quand vous les voyez. Au moins ça, c'est pas mal. C'est déjà un acte moral. Surtout quand ils vous répondent pas et que malgré le fait qu'ils vous répondent pas, vous êtes quand même obligé tous les jours parce que vous êtes promis éthiquement que vous serez quelqu'un de poli. Tous les jours vous les rencontrez et vous leur dites bien sûr bonjour, même s'ils vous répondent ou qu'ils vous répondent pas. Si vous répondent c'est bien, si en plus ils vont discuter du temps qu'il fait, ben c'est bien aussi. Et malheureusement c'est pas facile d'être quelqu'un de moral, même si vous essayez à votre petit niveau, hein, dire bonjour à vos voisins, ben, ça peut être sauver le monde, hein. Sauver le monde c'est difficile, ou faire que la société soit la plus belle et la plus extraordinaire possible, c'est aussi des choses qui sont très difficiles. C'est dur d'être moral, et si vous voulez, la seule récompense de la moralité, c'est finalement d'être en accord avec soi-même, et finalement, ce qui permet de dire, la moralité se justifie par le bien qu'elle nous procure, sans explication. C'est-à-dire que le fait d'être positif dans sa vie, parce qu'on s'était promis d'être positif d'une certaine façon, eh bien le fait de faire ça, en soi, est déjà une source de bonheur. On espère, c'est ce que croient pas les philosophes, mais on va dire c'est ce que c'est même pas de l'espérance, et ça s'est souvent vérifié que les gens moraux pardon, avaient qui vraiment dans la pratique faisaient ce qu'ils pensaient comme étant bien, souvent étaient plus heureux, parce que ne serait-ce qu'ils vivaient en harmonie avec eux-mêmes. Et c'est vrai que l'harmonie, bon, c'est des choses qu'on va revoir tout au long de la philosophie de combat, mais le fait de vivre en harmonie avec soi-même, c'est déjà un beau cadeau en soi. Euh, donc pour ça, travailler évidemment ne pas avoir une éthique trop rigide, pour qu'après on n'ait pas une morale complètement coincée. C'est-à-dire que avoir une éthique un peu souple, réfléchir sur son éthique, pour essayer d'avoir une morale qui elle-même va être quelque chose qu'on peut faire. Hein, c'est pas le bien, le mal d'un côté. C'est pas chaud. C'est soit il fait 90 degrés, soit il fait moins 90 degrés. Ça marche pas comme ça. Voilà, entre 90 degrés et moins 90 degrés, vous avez tout un tas de degrés. Voilà, le mieux étant d'être tiède finalement, c'est-à-dire d'avoir une éthique pas trop élevée à ce niveau-là, et puis d'avoir une morale qu'on peut faire au quotidien parce que c'est pas facile, qui est à ce niveau-là. Et quand vous êtes au même niveau d'éthique et de morale, eh bien vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est déjà quelque chose que vous pouvez penser dans votre propre vie de tous les jours. Voilà, donc je le répète, hein, l'éthique, ça se transforme, ça se manipule, et la morale, ça s'achète. Il y a toujours de l'éthique partout. Tout le monde est éthique. Les hommes politiques sont éthiques, les journalistes sont éthiques, les médecins sont éthiques. Tout le monde est. Il y a de l'éthique partout. On est dans un monde extraordinaire quand on entend les gens parler, et puis quand on vit au quotidien dans un monde où les gens font ce qu'ils peuvent, quoi, quelque part. Donc c'est déjà rassurant. Moi, je pense pas que les gens font le pire.
Parfois ils font le pire, mais je pense qu'on est dans un monde où les êtres humains, mais ça je peux me tromper, font ce qu'ils peuvent. Et c'est déjà pas mal. On n'est pas dans un monde où, si vous voulez, si on a accumulé la somme de positivité et la somme de négativité, je pense que les deux sont un peu équivalents. C'est pas le mal qui gagne, etc. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. C'est les gens font ce qu'ils peuvent et voilà, en faisant ce que je vous ai dit, c'est-à-dire en augmentant votre niveau d'élévation intellectuelle, en augmentant votre expérience, en sachant discourir avec les autres, sachant que le discours, la dialectique, on cherche pas à savoir si le rouge est mieux que le bleu, on essaye de trouver le violet avec quelqu'un d'autre tout en discutant. Et puis donc comme ça, on essaye d'augmenter son niveau de connaissance du réel et du monde, et un peu comme ça, on va pouvoir être en harmonie entre son éthique et sa morale. Et je vous souhaite, si vous pouvez, de trouver un équilibre entre entre la morale et l'éthique. Voilà. Je vais m'arrêter là sur ce sujet, je pourrais encore continuer pendant 17 vidéos si je le voulais, parce que c'est des choses qui ont des liens avec tout ce qui est les désirs, l'âme, Dieu, la religion, etc. Mais c'est des choses que je vais développer au fur et à mesure, donc on n'est pas trop pressé non plus. Et donc là, je vais passer après, sur ma prochaine vidéo, je vais vous parler du désir, et de tous les désirs, et rien que les désirs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée, et puis très bientôt pour la suite.